Bienvenue à celles et ceux qui viennent de rejoindre le Paris-Saclay Summit. On s'intéresse à présent à des avancées scientifiques qui suscitent beaucoup d'espoir. Grâce à un implant et à des algorithmes d'intelligence artificielle, des personnes paralysées peuvent remarcher. Cette promesse folle, c'est Abdelmajid II, adjoint à la directrice du département des technologies innovantes en santé du CEA Leti, en charge de l'innovation clinique, qui est en passe de la tenir. Il l'évoque tout de suite devant vous avec Géraldine Zamanski, journaliste au magazine de la santé sur France 5. On les applaudit avec chaleur. Bonjour, alors effectivement c'est quelque chose que vous avez peut-être même vu récemment dans vos journaux télévisés, assez incroyable, quelqu'un qui ne pouvait plus marcher suite à un accident qui remarche presque naturellement et de mieux en mieux. Vous allez nous parler de ces progrès et vous allez nous présenter l'ensemble de ce dispositif incroyable, étape par étape, pour qu'on comprenne bien. Mais avec grand plaisir. Et bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Ce que je veux faire avec vous, c'est vraiment avoir cette discussion et conversation qu'on avait démarré avec Géraldine pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire, de ce que peut amener la technologie quand elle est guidée par un besoin médical, par une belle expertise en fait, au niveau de l'interaction entre le monde médical, celui des patients, celui des mathématiciens, celui des biologistes, pour essayer de résoudre un problème qui est un problème de santé. Et c'est ce qui avait été lancé par professeur Benabid il y a fort longtemps à Grenoble, dans un lieu de recherche qui s'appelle Clinatech, et qui regroupe plusieurs institutions de recherche, le CEA, le CHU de Grenoble, l'Université de Grenoble et le fonds Clinatech qui nous apporte du financement bien attendu de mécènes pour nos recherches fondamentales. Pour vous donner juste une toute petite idée, le professeur Benabid, c'est celui qui a eu l'idée et qui a mis au point les premières électrodes pour les patients qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Donc c'est lui qui a été le pionnier de ce traitement extraordinaire. Tout à fait. Quand M. Benabid a pris sa retraite, c'est là où il s'est dit qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Et il s'est adressé au CEA avec cette idée que la multidisciplinarité, le fait de travailler ensemble dans différents corps de métier, différentes expertises pour résoudre un problème, en fait, c'était quelque chose d'important. Ça peut paraître couler de source, mais on est souvent dans un phénomène de tour de Babel, en fait, où les différentes disciplines, même de bonne volonté, en fait, souvent n'ont pas le même vocabulaire, n'ont pas le même timing, n'ont pas les mêmes types d'objectifs, et de faire travailler ensemble, justement, différentes personnes avec des horizons et des expériences différentes, c'est tout un projet. Et c'est celui qu'on a vraiment voulu faire avec ce travail sur les interfaces cerveau-machine. Je vais vous en dire quelques mots dans un instant, pour justement aller travailler avec des personnes qui ont eu des accidents sévères, qui sont devenus tétraplégiques ou paraplégiques, donc qui ne peuvent plus marcher ou qui ne peuvent plus bouger les bras, et pour essayer d'apporter un espoir, une possibilité de regain d'autonomie et de mouvement. Alors comment ça marche, ces interfaces cerveau-machine ? Un exemple ici est donné, il faut que j'appuie bien, et en fait, quand on imagine faire un mouvement, on active une zone du cerveau qui s'appelle la zone corticale motrice, que l'on fasse ce mouvement ou pas. Et on a développé un système qui sont en fait des systèmes qui sont capables de capter l'activité électrique du cerveau en face de la zone de la motricité, d'envoyer cette activité électrique par radiofréquence, c'est un peu comme du Wi-Fi, mais pas exactement, traiter cette information-là par des algorithmes qui sont mis dans des logiciels, et remettre ces ordres qu'on a décodés en ordre de mouvement dans des machines. Ce que vous voyez ici, en fait, ce que vous avez vu, c'est dans un exosquelette, mais ça pourrait être dans tout autre type de machine, par exemple une chaise roulante. Donc vous pouvez imaginer des personnes qui ne peuvent plus marcher, mais qui ont toujours cette capacité d'imaginer un mouvement, en fait, relayer cet ordre d'imagination de mouvement vers une machine qui peut les aider dans la vie quotidienne. Alors ce que je viens de dire en moins d'une minute,
Ça a pris 10 ans de travail. Parce qu'en fait, la première étape, c'est déjà de décrypter où se trouve exactement cette zone d'ordre pour chaque patient pour mettre les électrodes au bon endroit. Absolument. Donc chez nous, les êtres humains, cette zone, elle est à peu près au même endroit. Donc un peu ici, au niveau du cerveau. Mais c'est à peu près, à quelques millimètres près, c'est important de le connaître avec précision. Pour ça, on utilise différentes façons d'identifier cette zone, soit par de l'IRM. On connaît l'IRM qui est utilisé en médecine, donc ce qu'on appelle de l'IRM fonctionnel, ou d'autres approches aussi d'imagerie, où on demande aux personnes, alors ça pourrait être n'importe qui d'entre nous dans la salle, hein, à qui on demanderait d'effectuer un mouvement, de bouger. Donc on aura une activité électrique au niveau du cerveau, dans cette zone de la motricité. Mais si on vous demande de ne pas bouger, de rester calme, et là maintenant d'imaginer bouger votre bras gauche avec ce petit objet, eh bien avec de l'entraînement assez rapide, on arrive à évoquer, à faire comme si on bougeait, donc avoir cette même activité. Chez les personnes qui ont eu des accidents, donc où en fait le mouvement n'est plus possible parce que l'ordre ne passe plus à travers la colonne vertébrale et la moelle épinière, à ce moment-là, on peut leur demander d'imaginer des intentions de mouvement, et c'est ça qu'on vient capter. Alors on le capte avec quoi ? On le capte avec un implant qui est en fait une petite merveille technologique, mais qui a été designé avec un neurochirurgien. L'objectif était double. Le premier, c'était que cet objet-là ne fasse pas de lésion au niveau du cortex, c'est-à-dire du tissu cérébral. Et deuxièmement, qu'il ait une dimension et une forme qui soit utilisable par n'importe quel neurochirurgien, un peu expérimenté bien sûr, dans n'importe quel hôpital. Et en fait, ce type d'objet va venir se positionner à la place d'un morceau d'os que le chirurgien sait enlever. Pour nous, je ne sais pas s'il y a des neurochirurgiens dans la salle, mais pour moi qui n'en suis pas un, c'est impressionnant. Pour les neurochirurgiens, c'est un geste banal. Simplement à Grenoble, il y a plusieurs centaines d'interventions de ce genre pour des personnes qui sont cassées la figure au ski, qui ont un hématome au-dessous du crâne, et là en fait les chirurgiens enlèvent ce morceau de crâne, pompent le sang et remettent le morceau d'os ou autre chose. Et là en fait c'est à peu près la même chose, ou presque, c'est-à-dire qu'au lieu de remettre le morceau d'os, le chirurgien remet ce type d'implant, qui est un implant sans fil, il n'y a rien qui traverse la peau, il remet la peau, les cheveux repoussent, et on ne pourrait pas voir en fait que des personnes ont ces implants. Il y a un implant du côté droit et du côté gauche pour contrôler le côté droit et le côté gauche, donc les bras droits et les bras gauches. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça reste vraiment dans la boîte crânienne et ça ne touche pas du tout le cerveau, en fait. Voilà. Et ça, c'est crucial parce que vous nous avez dit, du coup, ça permet d'avoir aucun effet cicatriciel. Absolument, nous avons testé tout ça, donc pas d'effet cicatriciel, c'est fait avec des matériaux qui sont sécures, et le fait d'enlever ce morceau d'os, en fait, nous permet d'enregistrer des signaux de bonne qualité et à une vitesse suffisante. En fait, il est possible de mesurer l'activité électrique du cerveau à l'extérieur, c'est ce qu'a montré ma collègue Natalia ce matin. Simplement, le type de signaux qui arrivent ne sont pas suffisants pour avoir un contrôle qui soit assez bon pour faire des gestes compliqués. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est celui de la stabilité des algorithmes, donc la stabilité du décodage dans le temps. Et donc, on a travaillé sur plusieurs aspects pour ce système-là. Il y a l'implant que vous voyez ici, où il y a de l'électronique, où il y a des antennes pour envoyer le signal. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur, parce qu'on peut se poser la question, s'il y a une batterie à un moment donné, ça arrête de marcher, là, ça devient problématique. Donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle un lien inductif. C'est un nom barbare pour dire, en fait, on peut alimenter de l'extérieur, un peu comme ce qu'il y a maintenant sur les téléphones de plus récente génération qu'on peut charger à distance, en fait. Donc, ça se charge à distance, et pendant que le chargement se fait, on peut activer l'implant. Donc, si l'implant n'est pas en chargement, il ne fonctionne pas. Donc, il y a cet aspect, en fait, de cofonctionnement, et c'est des technologies et des approches qui sont maintenant mises en place, par exemple, pour les implants cochléaires, pour les personnes qui n'entendent pas. Et donc, en fait, ce que vous nous avez montré, c'est d'abord l'utilisation avec l'exosquelette. Tout à fait. Et c'est ça qui permet d'avoir beaucoup de recul, parce que la personne qui l'a testé en premier, elle a été implantée il y a 6 ans.
Et on voit aujourd'hui que ces capteurs sont toujours aussi efficaces. Ils captent le signal avec toujours une précision parfaite. Absolument. Mais c'était beaucoup de travail. Vous pouvez peut-être quand même un peu nous dire que pour arriver à faire ça, ça a été énormément de travail de la part de ce volontaire, des équipes pour les machines. Exactement. Donc là, ce que je vous montre ici, je repasserai pour vous montrer en boucle, c'est vraiment un participant tétraplégique qui a eu un accident, qui s'appelle Thibaut, qui a accepté d'entrer dans l'essai clinique et l'évaluation en fait des implants. Et l'idée, en fait, c'était avec ces 2 implants droite et gauche qu'ils puissent s'entraîner assez rapidement à utiliser des exosquelettes ou à contrôler son mouvement. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est Thibaut dans la salle du mouvement de Clinatec qui contrôle soit la marche, comme ce que vous voyez ici, en pensant à marcher. Et ce qui se passe, en fait, dès qu'il pense à marcher, le système reconnaît le signaux électriques qui correspondent à une intention de marche. Comment on a fait ça? On a demandé d'abord à Thibaut de penser marcher. On lui dit, Thibaut, concentre-toi et s'il te plaît, pense à bouger ton pied gauche. Pense à bouger ton pied droite. Et on étant les collègues qui savent faire le traitement du signal, donc je mets de l'avant nos collègues mathématiciens, ingénieurs, biologistes qui ont vraiment œuvré fort pour ce travail-là, et bien évidemment les médecins, et de manière encore plus importante les collègues paramédicaux. Et donc, en lui demandant 10 fois, 50 fois, beaucoup de fois d'imaginer un geste précis, on connaît la signature des signaux qui correspondent à ce mouvement. On ne la connaît pas à 100%, mais on la connaît suffisamment pour que le système puisse en fait fonctionner. Et donc, à un moment donné, il a les 2 implants, en fait, droite et gauche, il est dans la machine, et quand il pense marcher, ça déclenche une marche automatique au niveau de l'exosquelette. Donc il y a des moteurs qui se mettent en marche, qui sont mis en marche uniquement parce qu'il y a eu ce signal-là, qui est passé de son activité du cortex cérébral, qui est sorti par du Wi-Fi, enfin c'est de la radiofréquence, qui est arrivé quelque part dans un ordinateur, qui là est dans le dos de l'exosquelette. Maintenant, ça peut être mis dans une plus petite machine, qui est traité par de l'algorithme et qui est remis en ordre, toujours sans fil, à la machine. Tout ce que je viens vous décrire doit se passer en moins de 300 millisecondes, 1/3 de seconde. Pourquoi? Parce que c'est le temps que les humains mettent entre le moment où ils pensent faire un mouvement et quand ils l'exécutent. Peut-être que l'exception, c'est Usain Bolt qui a un démarrage foudroyant. Là, peut-être qu'il met 200 millisecondes, mais il ne met pas 1 microseconde, quoi. Donc il y a un certain temps. Mais si le système mettait 7 secondes entre le moment où il y a la capture de l'intention de mouvement, en tout cas du signal électrique, jusqu'à l'exécution, ça ne serait pas très bon. Et une des problématiques de la capture extérieure par des électroencéphalographes, c'est que ça met du temps. Ça met entre 1 et 2 secondes. C'est trop lent, en fait. Donc pour certaines applications, encore une fois, comme l'a montré Natalia ce matin, ça va très bien. Mais pour faire de la marche ou du mouvement, c'est peut-être pas la première chose à faire. En tout cas, c'est pas la solution que le monde scientifique et médical vraiment favorise. Alors ça, c'est déjà extraordinaire, oui, spectaculaire, mais c'est déjà très thérapeutique pour beaucoup de patients parce qu'on sait que le problème de la tétraplégie, c'est toute la toxicité du fait de ne pas bouger. Donc déjà, c'est un immense bénéfice, mais on se doute qu'avoir un exosquelette chez soi, c'est quand même pas encore évident. C'est vrai. Donc, vous êtes allé à une étape supplémentaire. Absolument. Alors, avant de passer à l'étape supplémentaire, c'est pour faire un petit teaser. Un des aspects importants que nous n'avions pas adressé dans cette première étude qui est montrée ici, ce sont des images qui ont été faites et des films entre 2018, 2019, 2020, ça fait quand même quelques années. La partie que nous n'avions pas traitée au départ, c'était la préhension, donc vraiment le mouvement des doigts. Ça, c'est compliqué. Donc l'idée de l'équipe, c'était d'abord de démarrer sur la compréhension des signaux qui correspondent à la marche, puis à l'atteinte de cible entre le bras droit, bras gauche, avec des algorithmes de décodage qui soient stables dans le temps. Et on sait que les algorithmes que l'équipe a développés sont stables pendant plus de 6 mois. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de mettre un ingénieur derrière chaque patient tout le temps. C'est que le travail qui a été fait a été suffisamment robuste pour que ça dure. Et là, maintenant, nous avons un programme de développement pour justement aller comprendre comment faire de la préhension avec nos patients. Et c'est un programme justement qui est cofinancé par le fonds Clinatec qui est parti chercher du financement de mécènes.
on est passé à une étape autre. Et cette fois-ci en collaboration avec des collègues suisses de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, du CHU de Lausanne, le CHUV, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, les professeurs Courtine et Justine Bloch, qui travaillent avec le professeur Chabardès, qui est notre neurochirurgien, et avec notre équipe Kinatech de Guillaume Charvet. Et l'idée est la suivante, c'est que pour des personnes paraplégiques, la problématique est la même. Ils peuvent bouger les bras, mais ils ne peuvent pas marcher. Et donc, ce qu'on a imaginé avec les collègues suisses, c'est la chose suivante. Toujours le même principe. On imagine le mouvement, cette fois-ci des jambes, avec un patient qui est équipé des implants, donc qui pense bouger. Le signal passe à l'extérieur, il est décodé en ordre de mouvement. Je bouge ma jambe droite et je bouge ma jambe gauche. Et cette fois-ci, au lieu que le signal aille se réencoder dans une machine mécanique, comme un exosquelette, elle passe dans une machine électrique, qui est un stimulateur électrique de la moelle épinière, qui est placé en dessous de la lésion que le patient a. Et à ce moment-là, avec des stimulations appropriées, ça veut dire que l'équipe suisse a travaillé pendant des années pour savoir comment stimuler, pour bien venir mobiliser différents groupes musculaires de la jambe droite et de la jambe gauche. À ce moment-là, la stimulation se passe et le patient donc, a ses muscles contractés et il peut avancer. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'en fait, les collègues suisses avaient déjà travaillé sur cette stimulation électrique avec des participants paraplégiques. Simplement, la stimulation, elle se faisait de manière stéréotypée pour faire marcher la personne de manière cadencée. Et je dis bien faire marcher parce que la stimulation se faisait de manière quasiment automatique. Que le patient veuille marcher ou pas. Donc, dès le moment où la machine est lancée, et il y avait un système avec une montre connectée où le patient disait start, et le système se mettait en route. Et là, les stimulations se passaient de manière cadencée. Et même si lui ne voulait plus avancer, la stimulation se passait quand même. Comme si quand on se prend 220 volts, on bouge qu'on le veuille ou pas, quoi. Alors là, ce n'est pas 220 volts, le patient n'a pas de sensation de courant électrique. Et donc là, ce qu'on fait, c'est un pont entre l'intention de mouvement et la stimulation. Cette fois-ci, le stimulateur est mis en marche par l'intention de mouvement du patient, qui sont l'activité électrique que le patient génère quand il pense bouger. En fait. Là aussi, je le dis simplement, mais ça a été plus rapide que la dernière fois. En fait, les deux systèmes étaient déjà en place. Côté Grenoble pour la capture de l'intention de mouvement, côté Suisse pour la stimulation. Les deux systèmes étaient approuvés pour l'évaluation clinique à long terme. Dans le monde du dispositif médical, long terme, ça veut dire plus de 28 jours. Donc quand vous êtes à 29 jours, vous êtes à usage long terme. Nous, c'est quand même sur plusieurs années où on avait prouvé, d'une part, la sécurité du système et son efficacité. Ça nous a pris 1 an et demi à mettre les deux systèmes ensemble. Et par la suite, il y a ce passage auprès des autorités réglementaires, suisses en l'occurrence, parce que l'étude s'est faite en Suisse, et c'est normal, c'est important que la sécurité soit respectée. Nous sommes les premiers à le demander, entre autres également à travers une charte qui est signée en France par tous les organismes de recherche, une charte pour l'usage des neurotechnologies. Je pense que ça, c'est important de le dire. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un autre patient, Gersian, qui est paraplégique, qui avait déjà le stimulateur au niveau de sa moelle épinière, mais maintenant il peut contrôler son mouvement avec les deux implants qui s'appellent WIMAGINE, les deux implants qui ont été faits par le CE. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on ne voit pas qu'il a les implants. Il a un casque, en fait, c'est le casque de téléalimentation. Et en fait, il bouge parce qu'il a pensé avancer son pied droit puis son pied gauche. Et à ce moment-là, ce que montre l'illustration digitale, c'est qu'en principe, l'ordre passe à travers la moelle épinière. Simplement, Gersian a eu un accident, donc l'ordre ne peut plus passer. Et il y a un pont digital, donc vous voyez des 1 et des 0 virtuels qui vont entre l'enregistreur, l'implant WIMAGINE et le stimulateur de la moelle épinière. Ici, vous avez un autre film avec Gersian qui, cette fois-ci, est à l'extérieur et il peut avancer. Le personnel paramédical est pas loin, il est juste derrière la caméra, mais il avance tout seul. Là, il avance avec un déambulateur. Le progrès qu'il a fait, en fait, avec ce système binaire entre
l'enregistreur et le stimulateur, c'est qu'il a pu passer de l'usage de déambulateur à l'usage de béquilles, qu'il ne pouvait pas faire jusque-là. Et le deuxième point, c'est qu'avec la pose des enregistreurs, donc de l'implant WIMAGINE, il y a en fait une synchronisation entre l'intention de mouvement et la stimulation. Et ce qui a amené, c'est notre hypothèse, au fait qu'il se soit amélioré sur tous ces paramètres de marche de 25% de manière très significative. Quand les chercheurs disent de manière très significative, c'est qu'ils sont plutôt sûrs. Souvent, ils disent il est probable que, avec le conditionnel qu'on emploie souvent, là, c'est vraiment clair. Et en fait, il y a peut-être un espoir, justement, qui est de la réhabilitation, si les patients peuvent avoir accès à ce type d'approche plus tôt. Gersian avait eu son accident il y a 10 ans. Sa section de la moelle épinière, elle n'est pas complète, elle est partielle, mais elle est très insuffisante. Pour lui permettre de faire du mouvement. Il ne peut pas se lever tout seul, il ne peut pas se tenir debout tout seul. Et le fait qu'il y ait encore un peu de moelle épinière qui soit présente veut dire qu'il peut y avoir de la reconstruction. Ça, c'est un de nos points d'espoir, en fait. Actuellement, en fait, il est retourné chez lui, donc il vient des Pays-Bas, il continue à s'entraîner, il utilise le système en interaction avec les collègues qui pilotent l'évaluation clinique, mais ils le font à distance, et il continue à progresser. Et donc là, vraiment, on est sur une avancée. On va travailler avec d'autres patients, bien évidemment, mais justement, on a bon espoir que le système puisse permettre d'avoir au moins une récupération au niveau de la mobilité. Là, maintenant, Gersian, je vais terminer sur cette section, peut se lever, il peut moduler la longueur de ses pas, il peut monter des escaliers avec le système. Ça lui a pris 6 mois d'entraînement intensif. Et avec béquille ou sans béquille? Au début, c'était sans béquille parce qu'il n'osait pas, vu que c'était impossible. Maintenant, il peut utiliser les béquilles. Quand ça le fatigue, il prend le déambulateur, mais c'est une option qui lui est ouverte. Et ce qu'il disait dans un de ses entretiens, c'est qu'il peut maintenant se tenir debout et boire une bière avec ses amis. Et bien sûr, il dit pour les personnes valides, ce n'est pas très important, mais pour lui, ça voulait dire revenir dans la société. Voilà. Pas uniquement à travers la bière, mais à travers le travail, à travers l'estime de soi, à travers plein de choses, quoi. Donc ça a apporté un plus. Et ça, donc, on devine ici, je trouve que c'est intéressant que vous ayez mis les lignes du dessous, oui. On devine ici tout le travail, effectivement, de décodage, de transformation de ce qui est capté au niveau du cerveau en signal au niveau des jambes. Et je pense que vous avez deviné tout à l'heure les électrodes qui sont posées sur la moelle épinière. Il y a en fait plein de petits plots, et chaque plot est conçu pour aller commander un groupe musculaire. Exactement. En fait, il y a eu un énorme travail au niveau du contrôle de la stimulation pour justement permettre, en fonction de quel plot on stimule, comment on le stimule en combinaison avec quel autre plot, on puisse venir mobiliser l'un ou l'autre groupe musculaire. Et en fait, c'est une finesse à laquelle on ne savait pas au départ. Donc, quand on fait de la recherche, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On a des hypothèses, mais on ne sait pas si on va valider l'hypothèse. On ne savait pas si le décodage mathématique qu'on mettait en place allait être suffisamment bon pour justement permettre de discriminer différents groupes musculaires. Il s'avère que c'est le cas, donc on avance. Et tout ça, en fait, on en informe les participants à l'essai clinique. Je pense que c'est important quand on le fait de ne pas dire aux gens que c'est de la magie ou que c'est la version 15 d'un système. On en est au début, même s'il y a eu 10 ans de travail, on passe vraiment à une autre phase et on en est juste au début. Donc nous restons humbles malgré les avancées. Et la progression qu'il obtient, elle a quel type d'ingrédients? C'est lui-même qui arrive à mieux commander, à mieux réfléchir son mouvement pour qu'il s'améliore? C'est la machine qui s'améliore aussi? Racontez-nous. En fait, il y a les deux. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont passé le permis un jour, il y a longtemps. En tout cas, moi, je m'en souviens. Au début, je faisais attention à tout. Et c'était très compliqué. Jusqu'au jour où on discute, il faut éviter les accidents, il faut toujours voir droit devant soi, mais on acquiert des automatismes et on apprend à utiliser la machine. On sait quand il faut embrayer, quand on n'a pas une automatique, on sait quand il faut regarder dans le rétroviseur, etc. C'est la même chose. Donc les patients apprennent à utiliser le système
en fait, en ayant aussi des stratégies d'imagination qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Et on ne contrôle pas tout. Des fois, donc les collègues qui sont en charge d'évaluation clinique demandent aux participants, faites comme si vous vouliez marcher comme quand vous marchiez. Mais en vrai, comment ils font, on ne sait pas. Thibaut nous disait que pour avancer, il pensait marcher dans des herbes hautes. Et donc lever le pas et marcher de manière très très lente. Gersian, c'est différent. Il a dit, je ne sais pas comment je fais, mais ça avance. Donc c'est vraiment variable. Et ça a un impact sur la qualité du décodage. Et donc on ne contrôle pas tout. Il y a une coévolution entre le décodage mathématique et comment le patient avance. Et c'est un petit peu cette danse qui est importante. Et c'est là justement où vraiment les personnes impliquées dans l'évaluation clinique, le personnel paramédical, les ingénieurs et les mathématiciens un peu en back-office, comme on dit en bon français, c'est important d'avoir ces informations. En fait. Et est-ce que les groupes musculaires de ces jambes s'habituent aussi à ce signal, apprennent à un peu l'optimiser, ou est-ce que la musculature de ces jambes continue à évoluer ? Alors ça, c'est un bon point. Ça faisait partie des paramètres mesurés. Et effectivement, au fur et à mesure des entraînements, il y a eu un gain musculaire, évidemment, qui n'est pas phénoménal, mais quand même qui a été important. Et ça fait partie, justement, de ce gain qui arrive au fur et à mesure de l'entraînement. Une chose qui est importante à redire, je vous avais dit qu'il avait gagné 25% sur ces paramètres. En fait, Gersian avait eu une implantation plus de 3 ans avant d'entrer dans le protocole interface cerveau-moelle épinière. Il avait gagné un peu sur ces paramètres et pendant 3 ans, c'était resté stable. En fait, il n'y avait pas cette synchronisation entre l'intention de mouvement et la stimulation. Et quand il a eu l'enregistrement de son intention de mouvement motrice, au niveau de l'aire motrice, c'est là où il y a eu le gain. Et donc l'évaluation continue. Je pense que les prochaines études avec lui sont prévues courant 2024. On le laisse tranquille quand même, il a sa vie en parallèle. Mais il est d'accord de continuer à justement participer. Et est-ce que vous voyez aussi une évolution du circuit dans la moelle qui reste vivante ? Est-ce que ça a changé ? Eh bien ça, on ne sait pas. On ne sait pas parce que pour l'instant, on y a été étape par étape. Que les collègues nous disent qu'ils travaillent sur des modèles animaux justement de tout ce qui est lésion de la moelle épinière, c'est qu'il peut y avoir une amélioration au niveau de la moelle épinière quand la section n'est pas complète. On ne sait pas au niveau de notre participant s'il y a eu reconstruction et comment. Nous n'avons pas tous les outils aussi pour le faire, mais ça va être quelque chose d'intéressant à aller mesurer en fait. Et alors évidemment, on a envie de vous dire « et après ». Donc, pour l'instant, c'est 2 autres patients qui devraient en bénéficier avec le même type de lésion, et ensuite ? Bien, comme dans toute évaluation scientifique, 1 ou 2 personnes, ce n'est pas suffisant, c'est plutôt très, très belle avancée. Donc, nous allons continuer à travailler avec d'autres participants, toujours avec nos collaborateurs, aussi bien à Grenoble qu'à Lausanne. Et ensuite, bien, en fait, on a plusieurs autres pistes. Une piste en fait, qui a été... à laquelle on a pensé depuis un moment, c'est ce que vous voyez en bas à droite, c'est l'utilisation du système dans un dispositif pour faire de la communication. Et ça avec des patients qui sont aphasiques ou qui ont ce qu'on appelle un syndrome d'enfermement. Le locked-in syndrome, c'est ce que Stephen Hawking a. Où en fait, les personnes qui ont ce syndrome-là ont toute leur tête d'une certaine manière, mais ne peuvent pas communiquer. Et donc, on pourrait utiliser ce genre de système-là pour venir décoder les intentions de parole, non pas au niveau de l'imagination, de la pensée de la parole, mais au niveau de l'aire corticale motrice. Parce que quand on parle, on génère un processus qui est complexe, mais à la fin, on bouge la mâchoire, on bouge la glotte. Donc c'est un mouvement. Et nous savons décoder les mouvements. Donc c'est ça qu'on fait. Et en fait, le ministère de la Santé, à travers la direction de la recherche, a accepté de financer un projet qui englobe le CEA et Clinatech avec différents centres hospitaliers à Grenoble, à Nîmes, à Paris, de mémoire, à Garches, je pense, et piloté par l'INSERM. Et nous allons travailler justement avec l'étude démarre en 2024. Nous sommes vraiment au tout début. Et ça, c'est vraiment une piste d'avenir. L'autre aspect,
auquel on n'osait pas trop approcher, c'est celui que vous voyez en haut à gauche. Stroke, ça veut dire AVC. Donc des personnes qui ont eu des AVC et qui ont eu de la difficulté pendant leurs entraînements dans les réhabilitations classiques, souvent, enfin il y a différents types d'AVC, mais il y en a certains où l'AVC ne touche pas la zone de la motricité. Mais c'est un peu plus bas dans le cerveau où il y a le problème, et donc l'ordre ne passe pas. Donc de la même manière, on pourrait imaginer un système dans lequel on vienne capter les intentions de mouvement et venir se raccorder non pas à une machine électrique, quoique ça soit faisable, mais à des machines et à des solutions qui sont utilisées par les personnes de la réhabilitation fonctionnelle. Alors pourquoi on n'osait pas ? C'est parce qu'il y a justement, il y avait cet inconnu de la sécurité du système, de sa manière de fonctionner. Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon ? Et en fait, maintenant, ce sont les professionnels de la réhabilitation qui viennent nous voir en nous disant « Nous avons observé vos résultats. Seriez-vous d'accord d'aller évaluer avec nous votre système avec des patients qui ont eu des AVC ?» Et maintenant, il faut qu'on laisse un peu de temps pour les questions du public. Et maintenant, on laisse le temps aux questions avec grand plaisir. Mais on vous applaudit, Abdelmajidi. On vous applaudit. Et je suis certain que vous allez vous emparer de ce sujet passionnant. Madame, au premier rang, on vous donne un micro et on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Oui, merci pour cette belle présentation qui donne tant d'espoir à tant de personnes. Et moi, je voulais vous demander si vous pouviez coupler vos systèmes avec des machine learning, de l'intelligence artificielle qui ferait que les machines reconnaissent plus facilement les signaux, les détectent mieux, les amplifient pour favoriser le fonctionnement de votre système. Est-ce que c'est une des pistes que vous envisagez ? Je vous remercie, la réponse est oui, on ne l'a pas encore fait. D'autres équipes le font. Et l'idée, par exemple, ce serait de venir mesurer l'activité musculaire des personnes qui peuvent peut-être un peu bouger. Par exemple, avec les patients AVC, on a des capteurs de l'activité musculaire qui pourraient venir de manière complémentaire donner une information sur l'intention de mouvement et venir se synchroniser. Parce que vraiment, la clé de voûte, c'est la synchronisation entre l'intention et le mouvement. Les capteurs de mouvement qu'on peut poser, en fait, ne sont pas si rapides que ça. Donc, c'est cette synchronisation entre la capture de l'intention de mouvement au niveau du cerveau électrique avec d'autres capteurs. Et là, oui, on pourrait avoir des approches machine learning pour raffiner cet aspect de réhabilitation. Mais il y en a déjà, vous m'aviez parlé aussi de l'énervement même du volontaire qui peut être mesuré. Le système est capable de mesurer la frustration si ce n'est pas exactement l'ordre qu'il a lancé. C'est vrai, c'est des choses qu'on mesure. Il y a un index en fait, d'insatisfaction. C'est ma collègue Tatiana qui appelait ça le domaine des mathématiciens, mesure un signal quand les personnes ne sont pas satisfaites et qui dit peut-être l'algorithme, là, il faudrait le changer un peu. Et après, ce sont les humains qui le changent. Monsieur, merci de vous lever, on vous écoute pour la question. Bonjour, merci pour votre présentation et aussi merci pour l'enthousiasme dont vous faites preuve pendant cette présentation. Ça fait plaisir de voir une recherche qui enthousiasme autant ses protagonistes. Ma question est assez simple. Vous parlez de cette intention de mouvement dans le cerveau. Est-ce que vous avez constaté qu'elle était toujours présente ? Je pensais à des patients qui pouvaient être depuis longtemps ou avoir des problèmes multiples. Est-ce qu'on est sûr que cette intention de mouvement, elle est toujours là et captable ? Merci. Donc on peut le mesurer. Typiquement, les deux patients que vous avez vus, paraplégiques et tétraplégiques, avaient eu leur accident à peu près 10 ans avant d'entrer dans le protocole. Maintenant, on peut mesurer ces intentions de mouvement de manière non invasive par de l'IRM, par exemple. Et ça, on peut savoir assez vite où se situe la zone corticale motrice et si on sera capable de mesurer des signaux. Ce qu'on ne sait pas dire, personne dans le domaine sait dire, c'est si une personne sera capable de bien faire fonctionner le système. Et ça, c'est un pan de la recherche qui est en cours. On a eu de la chance avec les participants qu'on a eus, qui ont des degrés différents d'apprentissage. Et cette capacité d'apprentissage, pour l'instant, nous n'avons pas d'outils pour prédéterminer ou stratifier qui sera un bon apprenant. Et c'est vraiment c'est la prochaine étape dans laquelle on sera fortement impliqué avec des collègues de Saclay et de Neurospin. Oui, et c'est pour ça qu'ils se posent aussi la question d'intervenir de plus en plus tôt après l'accident. Ils se disent que peut-être qu'il y aurait des performances encore plus grandes
en mettant en place ce système juste après la perte de mouvement. Tout le circuit serait en quelque sorte plus frais. Exact. Est-ce qu'on a une dernière question, très rapidement? Oui, moi. Oui, merci beaucoup. Vous avez parlé de 2-3 patients qui sont rentrés en clinique, c'est ça pour le moment. Quel est le timing, à votre avis, pour passer à une vitesse supérieure, pour ne pas laisser beaucoup de frustrés sur le côté? Bien, on y travaille déjà sur les évaluations en cours. L'idée est d'avoir plus de participants dans l'essai. Deuxième point, c'est money, money, money. Donc, on est très actif avec nos collègues de l'EPFL, du CEA, des CHU, pour aller chercher des financements, souvent publics, souvent européens, qui soient à l'échelle. Il nous faut pas mal de financement au départ. Et c'est vraiment cet aspect-là. Nous sensibilisons également des entreprises pour entrer dans le processus. Mais c'est vraiment ce côté-là où il est important de financer la recherche avec des preuves. Nous sommes plutôt bien placés, mais comme d'autres. Donc c'est une compétition saine. Voilà. Merci, encore bravo pour l'espoir que vous nous offrez. Et comme d'habitude, cher public, je vous laisse faire place au suivant. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir ce que la nature peut nous apporter dans notre lutte contre le réchauffement climatique, tout en conciliant certaines nécessités économiques. À tout de suite.